Alors le pays des Pyrénées-Cathares. Les Pyrénées-Cathares, d'abord, c'est quand même un putain de beau pays. Et je vous garantis qu'en tant qu'agriculteur, quand on ouvre les volets, quand on se promène dans les champs, on se régale toujours de la chance qu'on a d'y vivre. Ça, c'est le premier point, très important. Aujourd'hui, sur le territoire des Pyrénées-Cathares, plus de la moitié des exploitants agricoles ont plus de 50 ans. Seulement 2% ont entre 20 et 29 ans. Mieux vaut se poser dès maintenant la question de l'avenir du secteur. Difficile d'y répondre sans aborder le noble sujet de la transmission. Parler de transmission implique l'avenir économique d'un territoire, mais aussi d'un mode de vie. Comment un territoire peut-il accompagner ses éleveurs agriculteurs, dont 23% n'ont aucune piste pour une éventuelle reprise? Quelles sont les difficultés pour céder son exploitation, qui souvent représente bien plus qu'une entreprise, ne serait-ce qu'à cause du lien avec le vivant? Je retiendrai notamment cette phrase. Céder son exploitation, c'est accepter qu'elle soit gérée différemment. Allez, viens ma fille, viens. Allez, viens. Viens ma fille, viens. Je distribue avec plaisir ma production et grâce à ça, je sais pourquoi je me lève le matin. Voilà, parce que je sais qu'à midi, quelqu'un va manger mon steak ou mon rôti ou mon entrecôte et voilà, et ça fait toujours plaisir le matin quand on se lève de savoir ça. D'abord, j'aime être dehors, j'aime être en contact avec la nature. Et puis l'agriculture, c'est une passion. Hein, donc, de toute façon, nourrir les gens, c'est quelque chose qui a du sens, ça me plaît. C'est quand même un super lieu avec la vue sur les Pyrénées, avec la tranquillité. Il y a le lac de Montbel, donc on va dire qu'on ne se plaint pas d'être ici. La transmission, là déjà, mon fils, lui, s'est installé en tant que fromager à Agréoulou, et avec une partie des terrains que je lui ai donnés. Mais il ne veut pas reprendre mon activité. Donc il reste encore cette activité qui a un grand potentiel, puisqu'on vit à 2 familles, nous-mêmes, Frédéric et moi, et un couple qui sont salariés depuis plus de 20 ans, 25 ans, pratiquement à temps plein. Allez les filles, viens là, viens. Je m'y intéresse dès maintenant, même si j'ai que, entre guillemets, 52 ans, parce que je suis conscient que c'est quelque chose qui se prépare extrêmement à l'avance. Ici, j'ai la chance d'avoir au moins 2 enfants qui s'intéressent à cette activité, qui la connaissent depuis tout petit, qui s'y forment via le lycée agricole. L'inconvénient qu'on a ici, c'est qu'on n'est pas propriétaire. Alors, est-ce que c'est réellement un inconvénient? Pas forcément. Ce qui est certain, c'est que la maîtrise du foncier se pose, évidemment. Trouver d'autres terres, c'est toujours délicat. Donc c'est le principal frein, c'est être sûr de pouvoir disposer des terres. Ensuite, je pense que les jeunes qui s'y intéressent ici sont déjà conscients d'un certain nombre de réalités. Évidemment, liées à leur jeunesse, ils n'ont peut-être pas vu tous les mauvais côtés, mais ça, c'est tout ce qu'on va s'employer à faire dans les années à venir pour qu'on ait une passation en fait en douceur. Mais je dirais dans les deux sens, c'est-à-dire que plus ils montent en puissance, plus moi je m'efface entre guillemets. Et ça s'inscrit complètement dans un projet, un cadre, un projet de vie, plus que de carrière, un projet de vie, c'est-à-dire que moi derrière, j'ai ma retraite à préparer au sens où le fait de ne plus être actif ou de l'être différemment, c'est quelque chose qui ne doit pas me poser de problème et ça se prépare à mon niveau et au leur. Et donc je pense que leur montée en puissance progressive et mon effacement progressif également, ça peut être que bénéfique pour les 2 générations. J'ai toujours eu envie et la passion elle est là tous les jours, quoi. Je me dis pas aujourd'hui j'ai envie de changer, aujourd'hui je veux pas aller dehors, je veux pas aller aux vaches. Voilà, c'est tout le temps présent en moi et j'ai pas envie d'autre chose, quoi. Moi j'ai toujours admiré mon père dans le métier qu'il faisait et j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire depuis que je suis tout petit. La passion, donc avec les bêtes, travailler dehors, la nature, être son patron aussi. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, on le sait. Mais c'est ça, surtout être libre de ce qu'on veut faire, quoi. Alors à moins qu'il y ait une réforme de retraite, ce qui n'est pas impossible d'ici quelques temps, on va dire qu'on a le droit légal de partir à la retraite en tant que paysan vers 63, 64. Il me reste une bonne dizaine d'années. Donc je suis au tout début de la réflexion, mais ceci dit, il faut la prendre largement en amont pour ne pas se faire surprendre, tellement c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est, vous savez, on dit qu'est-ce que vous faites comme métier, vous dites paysan, mais c'est pas un métier, c'est un mode de vie.
vous avez beaucoup de choses à quitter quand vous succédez, parce qu'encore une fois, c'est votre vie. Donc c'est pas simple, il faut s'y prendre en amont pour déjà se mettre dans l'idée qu'un jour on arrêtera, parce qu'on y est tous les jours. C'est le propre de l'agriculture, il n'y a pas de... Voilà, on travaille avec du vivant, on travaille avec la météo, on travaille avec un tas de paramètres qui font qu'on y est tous les jours, et même parfois la nuit, parce que c'est notre vie. Donc le fait d'arrêter, voilà, il faut se le préparer un peu en amont pour être sûr d'arrêter correctement. Et au-delà de ça, c'est forcément un peu compliqué parce qu'on a du capital, alors voilà, on a un capital d'exploitation, et il faut savoir bien le transmettre et surtout penser aussi à soi-même, à sa famille, etc. Donc faire en sorte de se préparer juridiquement à cette histoire. Et ça prend du temps et ça demande aussi pas mal peut-être aussi de conseils ou de réflexion. Alors déjà c'est l'âge, hein, il faut bien arrêter un jour. Et puis aussi l'idée de pouvoir revoyager comme tout ce que j'ai voyagé pendant que j'étais jeune. Tout le temps où j'étais agricultrice, impossible. Donc ça serait pas mal. Voilà. Après les difficultés, j'ai tellement galéré pendant pas mal d'années que maintenant ça marche. J'ai plus envie d'arrêter. Actuellement, c'est très compliqué, du moins très compliqué, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et, du point de vue technique, au point de vue administratif, et après l'élevage, tout ce qui est installation proprement dite. Après, la difficulté, c'est de trouver quelqu'un qui veuille bien le faire et bosser. Parce que non, c'est pas... Quand on arrive de loin, c'est superbe. Quand on y est pendant quelques temps, c'est autre chose. C'est notre problème. D'une part, c'est d'abord la paperasserie, ça c'est sûr. Et toutes les normes, que ce soit les normes administratives, les conditionnalités, que ce soit pour la PAC, pour le laboratoire, voilà, il faut penser... on doit tout écrire. Tout doit s'écrire maintenant. Donc on ne peut plus... même si on imagine quelque chose et qu'on veut le mettre en pratique, il faut pouvoir le décliner sur un genre de cahier des charges. Je pense que la meilleure méthode, c'est d'aller pêcher les infos à gauche, à droite. On a beaucoup d'organismes qui sont capables, alors tous aussi différents les uns que les autres, hein, les notaires, les juristes, la MSA, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc il faut aller pêcher un peu partout et se faire sa propre idée. De recouper les informations et de retirer le meilleur pour sa propre situation. Puisque chaque situation est différente. Chaque paysan a une succession différente d'un autre par définition. Puisque, à la base, chaque agriculteur est différent d'un autre agriculteur. Clairement, donc, il y a où, il y a à qui et il y a quand. Alors quand, c'est l'âge de la retraite, qui est difficile à situer aujourd'hui, puisqu'il est évolutif et à mon avis, il n'a pas fini d'évoluer. À qui, dans mon cas, j'ai de sérieuses pistes. Maintenant, rien n'est écrit, hein, parce que mes enfants peuvent goûter au salariat et que ça leur aille très bien, donc je reste prudent là-dessus. Après, moi j'espère que ça sera ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un statut du fermage assez protecteur, c'est sûrement amené à évoluer, peut-être un peu moins protecteur, mais avec plus de facilité à trouver des terres, parce qu'aujourd'hui un propriétaire hésite beaucoup à mettre ses terres en fermage à cause de ce statut trop favorable aux fermiers. Alors les obstacles au niveau juridique, ça peut être justement d'arriver à transmettre sous une bonne forme. Qui ne sont plus forcément des formes individuelles. Moi, demain, j'imagine que mes enfants, s'ils travaillaient à deux, ce serait un bon moyen de diminuer les contraintes de ce métier, notamment l'astreinte, qui est énorme. Et par contre, ça veut dire être capable de bien s'entendre tous les deux. Et ça passe par la bonne forme juridique. Et donc, il faut vraiment s'interroger là-dessus. Et là, on tombe dans des notions de conseil dont on a besoin, parce qu'on peut penser à certaines choses et pas avoir tous les éléments. Et quand j'ai entendu dire que la com de com s'intéressait à la question, et quand on met au service des agriculteurs des moyens pour être conseillé là-dessus, spécifiquement, notamment sur ces problématiques-là, je crois qu'on avance. Donc c'est les fameux chèques conseils, là, dont je sais que certains collègues bénéficient déjà, et ça c'est complètement positif, parce que ça permet d'être accompagné sans un surcoût trop important.
le fonctionnement et le montant. Donc il y a 10 chèques conseils de 250 € qui sont à dépenser auprès des prestataires qui vont m'aider, qui vont m'accompagner dans la démarche de transmission. Le pays des Pyrénées-Cathares, au niveau des produits locaux, ils ont fait vraiment beaucoup de choses. Les élus ont vraiment aidé à sensibiliser et les techniciens, et donc en particulier Tréfine Cuvillier. Elle a commencé avec le guide des producteurs en Pyrénées-Cathares, puis toutes les pancartes, toutes différentes manifestations, et puis différentes formations qu'elle a organisées, dont cette dernière formation sur la transmission. Le malaise du monde agricole actuellement, c'est qu'on est... Il y a beaucoup de bashing entre guillemets sur les agriculteurs, sur les éleveurs, parce que le bien-être animal, etc. etc. Et donc on se sent un peu en retrait de la société. Et ça, c'est quelque part un facteur d'inquiétude pour l'agriculture. Le fait qu'il y ait des gens qui s'intéressent à notre problématique, à la transmission, mais pas que, eh bien, ça nous permet d'être pris en considération, et c'est important, et puis d'aller au-delà de nos soucis et d'en parler un peu aux autres. Et c'est un petit peu ce lien social. Alors ça reste des chèques conseils, mais ça nous permet aussi d'embrayer sur autre chose. Et ça, c'est très important. La transmission en Pyrénées-Cathares, je pense que je reste très optimiste. Parce que c'est une région qui est magnifique, où il y a tout à faire. Il y a 35 ans, on est arrivé, il y avait beaucoup de retard dans la région. Et on a gardé ce côté authentique qu'il n'y a plus dans d'autres régions. La reprise idéale, ça serait quelqu'un qui puisse avoir le même état d'esprit que moi. Mais bon, c'est utopique. C'est vraiment utopique. Donc voilà, il faut se mettre dans l'idée, c'est pour ça qu'il faut y travailler psychiquement, en amont, pour dire voilà, un jour tu vas arrêter, quelqu'un va reprendre, il ne fera pas comme toi, mais c'est pas grave. Et toi, il faut que tu saches te détacher de tout ça. Voilà, te détacher de tout ça pour, quelque part, retrouver finalement une place dans la société, alors en termes de retraités, mais pour vivre quelque part différemment, et expérimenter une autre forme d'existence, oui, on peut le dire comme ça. Voilà, c'est pas facile. Si je venais à reprendre tout seul, ce serait très compliqué parce que gérer une ferme tout seul, c'est vraiment pas évident. C'est pour ça qu'avec mon frère, on voudrait s'associer plus tard. Aujourd'hui, la plus grande difficulté que je vois, c'est de rester indépendant de tout ce qui est de grosses coopératives, des multinationales, de réussir à vendre différemment. C'est un gros point fort qu'on a, nous, c'est de pouvoir vendre en direct la viande et ça serait bien de pouvoir continuer. Parce que ça Mirepoix, on vit localement, voilà. Et il faut continuer comme ça. Le pays des Pyrénées-Cathares est particulièrement privilégié pour sa situation climatologique entre le climat méditerranéen, quelque part, et le climat montagnard. Voilà, ce qui nous fait ce qui lisse un peu le climat. Et c'est pas neutre, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élevage, même s'il y a des parties qui sont plus en céréales, mais généralement c'est quand même l'élevage qui prédomine. Et vous savez que l'élevage, ce qui fait du bon élevage, c'est de la bonne herbe. Et pour faire de la bonne herbe, il faut un bon terroir et un bon climat. Et c'est vrai qu'ici, par rapport à d'autres endroits, on est quand même bien lotis. Au niveau des Pyrénées-Cathares, je suis quand même relativement optimiste parce que on est un territoire justement qui permet complètement d'aller vers les circuits courts. C'est quand même très riche humainement et ça permet à terme d'envisager plus sereinement l'agriculture. Non, je pense qu'il y a vraiment il y a de l'avenir dans nos petites productions. Dans 20 ans, dans 30 ans, ça vaudra de l'or. Le lieu de vie, ce cadre de vie magique. Hein. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, se lever tous les matins, voir le soleil et les oiseaux, on n'aurait jamais pu supporter toutes ces facettes-ci de la vie active et urbaine. Quelle route prendra l'agriculture des Pyrénées-Cathares? Et si nous aussi, consommateurs, avions un rôle à jouer? Il est clair que plus nous consommons local, plus nous pérennisons l'économie de notre territoire. À toi, à moi, à nous tous de choisir l'agriculture de demain.
C'était un peu mon ADN. Déjà tout petit, c'est ce que je voulais faire.